Chers doctorants, chers panélistes, chers publics, bonjour à tous. Nous sommes là pour la troisième table ronde, la troisième et la dernière table ronde du bootcamp des doctorales de l'entrepreneuriat et de la valorisation de la recherche organisée par l'AUF avec le soutien de Connectinov. Je suis ravi et honoré aujourd'hui d'animer et de modérer cette table ronde. J'ai autour de moi des personnalités d'un peu partout en présentiel et en virtuel, d'un peu partout dans le monde. Je vais commencer par dire un grand merci pour sa disponibilité à Sirlaya Bataïb, le directeur général de Smart Capital Tunisie. Un bonjour à Omar Amrani et félicitations pour nos amis marocains pour la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde. Nous sommes tous derrière vous, bon courage. Donc Omar Amrani qui est Head of Innovation and Pedagogy de la Startup Station du Maroc. J'ai aussi de l'autre côté du monde M. Marcel Dridge du Qatar. Marcel, un ami de longue date, qui est un business angel, un entrepreneur dans l'âme et un expert en entrepreneuriat et innovation. Et puis j'ai à mes côtés Ayman Timet de Deloitte, Afrique et Tunisie. Merci pour ta disponibilité, Ayman. On va démarrer cette table ronde qui va tourner autour un peu des finances, le modèle économique, le financement, comment on pourrait financer notre spin-off, comment on pourrait financer notre start-up, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ces axes-là. On a vu sur les deux premières tables rondes, on a un peu exploré les aspects juridiques, les aspects propriété intellectuelle de la création de spin-off. Et là, on va parler un peu du nerf de la guerre quelque part. Un point super important pour lancer sa start-up et lancer sa spin-off, le financement. On va explorer quelques pistes, que ce soit en Tunisie ou au Maroc ou ailleurs dans le monde. Et je vais commencer par Sirlaya. Sirlaya, merci encore une fois pour votre disponibilité. Vous êtes le DG de Smart Capital qui œuvre énormément dans l'écosystème start-up depuis quelques mois, voire quelques années. Et vous avez mis en place beaucoup de dispositifs, notamment mécanismes de soutien, notamment financiers, pour accompagner les start-up tunisiennes à se développer, à se financer, à trouver des solutions de financement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ces mécanismes-là? Et est-ce que vous avez pensé à des choses spécifiques aux chercheurs ou aux doctorants qui ont une certaine spécificité, qui ont peut-être certains besoins qui sont différents des autres start-upers tech? Merci Hicham. En fait, tout d'abord, bravo pour l'initiative et merci pour l'invitation. En fait, Smart Capital, très rapidement, en fait, c'est l'opérateur national des startups en Tunisie. Donc, il gère en fait trois piliers. Le premier, c'est la loi, les incitations pour les investisseurs, pour les entrepreneurs et pour les startups elles-mêmes. Il gère aussi la partie écosystème de façon à donner des subventions, des dons pour que les structures d'appui, incubateurs, accélérateurs, startup studios, puissent développer des programmes nouveaux, puissent réussir aussi des programmes qui avancent déjà. Et bien sûr, le troisième pilier, le plus important, c'est le financement, à travers la structuration d'un fonds de fonds. En fait, il est unique en Tunisie, il est libellé en euros, et qui a pour mission de créer 13 fonds d'investissement. Donc, ça va vraiment métamorphoser, changer l'écosystème des VC en Tunisie. Aujourd'hui, on a, après pratiquement 2 années et demie d'activité, en fait, ça a été la loi Startup Act de Tunisie a été promulguée en avril 2019. Depuis ce temps-là, aujourd'hui, on a 800 startups qui sont labellisées. On a 55 structures d'appui qui sont partenaires de Smart Capital. On a 60 pratiquement subventions qui ont été données aux startups R et R2. On a 12 deals pour les structures d'appui. Et on a surtout 2 child funds qui ont été créés par ce fonds de fonds. Et la boucle est bouclée. Pourquoi? Parce que ces child funds aujourd'hui sont en train d'investir dans les startups labellisées et donc le système, il est en train de fonctionner. En fait, je donne une bonne nouvelle. La semaine dernière, on a fait notre closing avec la KfW pour 20 millions d'euros de plus pour le fonds de fonds Anava qui a une taille cible de 100 millions d'euros pour effectivement créer cet écosystème et booster l'écosystème. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous construisons l'écosystème des startups à sa base, à savoir l'émulation vers l'entrepreneuriat innovant, créer un continuum de financement et des programmes agnostiques au secteur et aux spécificités verticales. Ceci dit, le Startup Act comprend l'avantage de prise en charge des brevets en local et en international, et je crois Ayman connaît très bien un peu le programme Promise qu'on a mis en place ensemble avec l'appui un peu d'un bailleur américain.
Et puis, bien sûr, le programme aussi encourage le financement à travers des subventions d'appui de la Banque mondiale, de la GIZ, pour donner des subventions et à la start-up et aussi aux structures d'appui, incubateurs, accélérateurs, de façon à créer de nouveaux programmes ou bien réussir d'autres. Donc, spécifiquement pour les chercheurs, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de programme, à part le fait qu'on est en train de les appuyer, les subventionner pour la prise en charge un peu de tout ce qui est brevetisation un peu de leur invention, aussi bien à l'échelle locale qu'internationale. Mais je crois qu'il est temps, parce que ça fait 3 ans maintenant, 2 ans et demi que nous sommes en train de travailler là-dessus, d'écouter effectivement les chercheurs et voir comment on pourrait mettre d'autres dispositifs qui sont dédiés effectivement à eux. Très bien, parfait. Merci beaucoup aussi Alaya. Donc nos amis chercheurs et start-upers en herbe, n'hésitez pas à suivre Smart Capital et les informations qui vont suivre. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider et vous accompagner à financer vos programmes. Je vais me tourner vers le Maroc du coup. Est-ce qu'au Maroc, Omar, il y a des choses similaires? Est-ce qu'il y a du soutien, du financement qui est mis à la disposition des chercheurs, des start-upers? Alors, écoute, pour répondre à ta question de manière concrète, il y a plusieurs opportunités et en même temps, il n'y en a pas. Je m'explique. En fait, il n'y a pas comme vous en Tunisie le Startup Act qui permet de fédérer, de légaliser, on va dire, le processus d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant. On est en train de travailler pour, évidemment, et d'ailleurs les collaborations entre le Maroc et la Tunisie avancent bien pour pouvoir vraiment permettre à notre gouvernement lui aussi de pouvoir réaliser cet acte légalement. Alors, mais en même temps, il y a des choses intéressantes, d'accord? Je vais donner un exemple, ok, d'un laboratoire de recherche qui en intelligence artificielle, qui a pu tout simplement bénéficier d'un programme d'accompagnement et de financement de la Startup Station. C'est l'entreprise, donc c'est le laboratoire de recherche IOX Labs. Et IOX Labs a grâce à la démarche de start-up, ils ont fait une spin-off, et pas qu'une seule d'ailleurs, plusieurs, et ils commencent à régulièrement produire des spin-offs. Et plusieurs spin-offs ont pu trouver du financement et de l'accompagnement à travers les programmes que nous faisons en partenariat ou en propre. Donc, je pense notamment à la dernière en date, c'est Deep Echo. Donc, c'est une start-up, donc spin-off du laboratoire de recherche en IA, qui a pu, grâce à un partenariat que nous avions fait avec Microsoft, avoir accès à la marketplace de Microsoft for Startups. Et grâce à cette plateforme, ils ont pu avoir accès et entrer en contact à beaucoup de clients à travers le monde. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc, les spin-offs, il y en a eu aussi, par exemple, je citerai l'exemple, l'année dernière, on en avait parlé dans ce programme-là, c'était l'inventeur Morad qui a effectué sa spin-off directement à travers un programme d'incubation de l'université Hassan II ici à Casablanca. Et aujourd'hui, grâce à tout l'écosystème qui est mis en place, il a pu aller chercher des fonds et grandir. Donc, en fait, pour répondre à ta question, il y a des programmes de financement pour la recherche, pour la valorisation. Par contre, ils sont pas structurés via un portail ou via une labellisation. On n'est pas encore arrivé à là. Par contre, c'est à l'entrepreneur de savoir saisir les opportunités. Il y a des programmes structurels, il y a des programmes ponctuels. C'est à lui d'intégrer l'écosystème des incubateurs, des financeurs. Il y en a plusieurs et il faudrait juste qu'il puisse toujours être en lien avec eux pour saisir ces opportunités-là. À un autre niveau, nous, on facilite justement à la Startup Station donner de la visibilité à tous ces programmes-là. Et on peut même les présenter à des investisseurs. On a un réseau de business angels qui s'appelle Angels for Africa et puis différents programmes. Donc voilà, en gros, mon conseil aux chercheurs doctorants marocains qui sont parmi vous, ou alors même tunisiens ou algériens qui ont un marché sur le Maroc ou sur l'Afrique, il faut
s'intégrer à cet écosystème d'accompagnement, les incubateurs, les business angels, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à saisir comme opportunité d'accompagnement et de financement. Voilà. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Orval, pour cette intervention. Marcel, vous avez de l'expérience à l'international, vous avez accompagné pas mal de start-upers, de chercheurs un peu partout dans le monde, l'Europe, les pays scandinaves, la région MENA, les États-Unis. Est-ce que vous avez vu des dispositifs particuliers qui ont permis un peu, qui ont aidé des chercheurs dans ces régions du monde à mieux percer, à mieux se développer, à mieux financer leurs projets? Le micro est coupé, Marcel. Classique. On se parle à nous-mêmes. Tout d'abord, superbe initiative. Merci Hicham, merci Wafa pour m'avoir invité. Au fait, moi, la chance que j'ai, c'est que en tant qu'Algérien, je vois que l'Algérie est très en retard par rapport à nos amis marocains et tunisiens. Mais il y a de très belles choses qui sont en train de se passer, que ce soit au niveau du Startup Act, que ce soit au niveau du fonds. On a beaucoup discuté avec Alaya lorsque je l'ai vu à Dubaï. Il y a quand même un ministre des startups et il y a un fonds de 400 millions de dollars qui est mis à disposition. Donc, malgré qu'ils sont très en retard, mais je peux mentionner, par exemple, l'initiative avec l'École Polytechnique à Alger et le Casbah Business Angel. Et ils ont fait la même chose de ce que vous avez proposé. Je donne conseil à tous les doctorants d'aller très vite s'associer avec une SSO, un Structure Support Organization, incubateur, accélérateur, pour avoir ce qu'on appelle le matching avec un cofondateur qui est plutôt business. Ça, je le vois actuellement. Ça fait 4 mois que je suis à Qatar. Et le Qatar Technology Park, qui est le Qatar Research and Scientific Park, eux, ils ont les finances, ils ont la partie IP, c'est tout ce qui est intellectual property, et ils sont en train de le monétiser en les mettant en connexion avec le chapitre Founder Institute, Startup Grind. C'est exactement ce que vous avez fait, Hicham, avec ConnectInnov. C'est vraiment à travers un incubateur et le matching avec un fondateur ou un cofondateur business dans l'incubateur où les choses commencent vraiment à avancer. Ça, c'est le premier détail. Deuxième détail, si quelqu'un a l'intention de s'installer en Europe, je ne vais pas parler de l'Europe, comme vous le savez très très bien, tout ce qui est programme de EU, c'est vraiment des dispositifs aux doctorants, aux recherches fondamentales, que ce soit crédit impôt ou que ce soit in grant. Il y a, là j'ai une liste pour vous, le Creative Europe, le Programme for Employment and Social Innovation et le European Structural and Investment Fund. Tout ça, ça sous-entend que peut-être vous allez créer une filiale ou un soft landing quelque part à Marseille. Et je crois qu'Hicham est très compétent là-dessus et je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Mon seul, comment dirais-je, input et feedback aux doctorants, s'il vous plaît, la recherche, c'est de la recherche, l'innovation, c'est l'innovation, mais à la fin de la journée, il faut aller au-delà et de dire comment je peux monétiser mon idée. Et il faut absolument que vous regardez votre structure d'accompagnement, comme ConnectInnov, Founder Institute, il y a Plastics Lab en Tunisie, vraiment, que ce soit au Maroc, vraiment l'écosystème est très développé. Voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et le dernier initiative que je peux en parler, franchement, c'est garder l'IP, la propriété intellectuelle, comme une arme redoutable pour calculer la valeur de la boîte. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon parcours en tant qu'investisseur. Il y a l'idée, ideation, il y a le business, mais à la fin de la journée, il faut absolument que vous protégez votre propriété intellectuelle et la mettre à la disposition de la start-up pour qu'elle ait une valeur beaucoup plus importante qu'actuellement. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien, merci beaucoup Marcel. Vous avez évoqué la monétisation, effectivement c'est quelque chose de très important. On parlera du modèle économique juste après, on reviendra sur cette question-là un peu plus en détail si tu le permets. Je me tourne vers Ayman qui est à côté de moi. Ayman, il y a beaucoup, en tant que Deloitte, vous travaillez énormément avec les grands comptes. Il y a ce qu'on appelle l'open innovation, qui est une sorte de collaboration ouverte au sein des grands groupes, avec notamment des chercheurs ou des start-upers externes. Est-ce que ça peut être une solution pour financer son projet de recherche ou financer sa spin-off? Exactement. Je pense en fait c'est une bonne opportunité et je pense finalement aujourd'hui pour les chercheurs
ceux qui peuvent travailler finalement avec une entreprise dans une logique d'open innovation, c'est vraiment en fait un levier de développement et de levée de fonds en fait assez important. Peut-être je pense en fait je les mets en 3-4 catégories. Il y a la première catégorie, le Startup Act, ça reste quand même en fait un moyen d'avoir en fait des financements importants, soit de façon directe ou indirecte. On parlait effectivement, je pense Marcel parlait de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui en Tunisie, grâce au Startup Act, grâce à Smart Capital notamment, on accompagne les startups qui veulent protéger leur propriété intellectuelle en Tunisie, voire même à l'étranger, dans des processus d'accompagnement et surtout par la prise en charge d'un certain nombre de frais liés effectivement à l'enregistrement des brevets à l'international. Donc ça, c'est déjà un premier vecteur, je pense, de financement qui est important. Le deuxième vecteur qui est spécifique aux startups de façon générale et qui a été très détaillé dans les précédentes interventions, c'est tout ce qui est effectivement structure d'appui, c'est tout ce qui est effectivement mécanisme de financement, les programmes qu'on trouve avec les différents bailleurs et qui donnent effectivement des solutions assez intéressantes. L'avantage de travailler avec des corporates est à mon avis effectivement double. Le premier, c'est qu'on crée finalement en fait une certaine pérennisation du business model qui est importante. Malheureusement, aujourd'hui, on a parfois un constat qu'on voit dans les startups, c'est parfois une petite course effectivement au financement, une course au programme et parfois une course à la croissance rapide. Une entreprise, elle a un rythme d'évolution beaucoup plus long, elle s'est développée de façon beaucoup plus structurée et cet apport-là pour les startups est vraiment très important parce que finalement, ils vont permettre de faire comprendre aux startups qu'il faut créer un business model qui génère suffisamment de financement. Donc, comment créer finalement l'autofinancement pour pouvoir aller chercher d'autres financements. Donc ça, déjà, c'est un élément assez important. Le deuxième, et on va avoir accès effectivement aux investissements que font les entreprises. Donc, eux-mêmes qui vont avoir la possibilité de lever des fonds auxquels les startups n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas les tailles suffisantes, ils n'ont pas effectivement les inputs suffisants ou les introductions dans le marché suffisants. Et donc ça, c'est vraiment un levier hyper important. Et 3, si on est effectivement dans des logiques de recherche, ils vont pouvoir accéder à ces fameuses proportions ou fonds de recherche et développement que les entreprises, en fonction de leur secteur, en fait, mettent en place pour les startups. Donc finalement, travailler avec une entreprise, c'est vraiment en fait un levier assez important pour avoir à la fois des financements supplémentaires et pour accéder à des sources de financement que les startups classiques n'ont pas accès généralement d'habitude. Très bien, parfait. Donc il y a plusieurs pistes, effectivement. On peut aller taper à plusieurs portes. Je vais me tourner vers Omar. Alors, Omar, on voit qu'il y a plusieurs portes de financement, effectivement, mais est-ce qu'il y a, pour nos amis doctorants là, qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un cycle, est-ce qu'il y a un ordre particulier qu'il va falloir suivre pour éviter de taper à des portes trop tôt ou trop tard? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du cycle de financement d'une start-up en général et d'une spin-off en particulier? Très bien, effectivement, Hicham, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certains préjugés au niveau de l'entrepreneuriat qui est l'idée par des chercheurs doctorants, parce que justement les investisseurs ou en tout cas les entreprises qui sont peut-être intéressées par collaborer nous disent que justement les chercheurs doctorants sont trop dans la recherche fondamentale, dans la recherche qui n'est pas forcément orientée business. Et donc, il faut quand même prouver que la recherche et le produit qu'on veut mettre en place, il y a eu un travail sur le terrain en termes d'usage, en termes de use case, pour vraiment montrer qu'il y a un marché pour ça. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément s'adresser aux personnes en fonction du stade de maturité de son produit. Donc, par exemple, si on est à l'étape du prototypage, il faudra plus penser à aller essayer de financer son projet à travers des structures qui par exemple, comme des bailleurs de fonds qui ont certains programmes sur des verticales comme l'environnement, comme, je sais pas moi, la qualité de l'air, peu importe. Mais en tout cas, il y a régulièrement des programmes de bailleurs de fonds qui donnent des subventions pour les projets early stage, de manière à passer du prototype
à un produit fonctionnel minimum viable, comme on dit, MVP. Et lorsqu'on fait cette phase-là de passer de prototype vers le marché, c'est à ce moment-là qu'il faut tout faire pour vraiment montrer qu'il y a un marché pour ça, qu'il y a des utilisateurs pour ça, qu'il y a peut-être même une certaine traction pour ça. Et dans ce cas-là, lorsqu'on a commencé à avoir de la data, parce que les investisseurs, pour lever des fonds, etc., auprès d'eux, il leur faut de la data qui est fiable. Et oui, certes, on peut trouver sur Internet de la data sur le macro, sur le marché, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est voilà, la data sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous, on encourage effectivement les chercheurs doctorants qui ont un projet de leur donner vraiment le retour d'expérience des utilisateurs, les feedbacks, être transparent sur les pivots que les chercheurs ont fait, etc. Et puis comme l'a dit tout à l'heure Ayla, c'est que la valorisation de l'IP est extrêmement importante parce que c'est la principale élément de différenciation par rapport à un autre projet sur lequel un investisseur est tenté d'investir. Donc, pour faire tomber en fait les barrières et en même temps poursuivre un certain cheminement, voilà. En gros, moi, le conseil que je recommande aux chercheurs doctorants, c'est aller chercher des fonds. On a eu un petit souci. À travers une information. Ouais. Donc, il y a vraiment des fonds à aller chercher en early stage. Et derrière, on peut aller chercher des fonds au niveau des investisseurs en faisant valoir son expérience terrain, l'adéquation avec la recherche et le terrain, le marché, et puis le côté propriété intellectuelle qui est un élément quand même super intéressant à faire valoir pour les investisseurs. Donc, voilà en gros, moi, mes conseils pour les chercheurs doctorants. Très bien, merci beaucoup Omar. C'est effectivement l'IP, on reviendra un peu plus tard avec Ayman sur l'IP, mais je veux revenir sur une thématique qui a été évoquée plusieurs fois, c'est le modèle économique ou le business model. On essaye un peu de vulgariser, il y a eu des formations autour de ce sujet-là pour nos doctorants, on essaie un peu de vulgariser aussi ces aspects-là. Marcel, est-ce que tu peux nous parler un peu du business model, nous décrire un peu, nous faciliter un peu la notion de business model pour nos doctorants-chercheurs? Et puis, est-ce que c'est un aspect sur lequel il va falloir travailler dès le début ou est-ce qu'il faut finaliser ses travaux de recherche et derrière commencer à réfléchir à son business model? Quel conseil donneriez-vous à nos chercheurs? Moi, personnellement, par rapport à mon expérience, surtout lorsque je travaillais avec Cisco, par exemple, après l'acquisition d'une start-up où j'étais dans l'équipe, c'est la partie Open Innovation. Au fait, je crois que ça a été mentionné au début, mais j'y crois vraiment, vraiment solidement. C'est l'aspect, comment on appelle ça? C'est l'aspect une entreprise lambda, style Airbus, style AXA dans la fintech, style Cisco dans la partie télécom, quel que soit le vertical, j'inclus la cybersécurité, j'inclus Space Tech, vraiment le côté agnostique, si j'étais à la place du doctorant, c'est de réfléchir quel est l'alignement de sa recherche fondamentale vis-à-vis d'un market fit. C'est-à-dire, il y aura un grand groupe, je suis persuadé qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie par exemple, la partie Sonatrach, Gas and Oil, si quelqu'un était dans l'Internet des objets, ça me fera une cible pour dire est-ce que je peux pas un tout petit peu m'approcher d'eux pour faire juste un proof of concept sur ma recherche et que cette grande entreprise puisse s'aligner par rapport à ce que j'ai comme propriété intellectuelle. Ça, c'est une première démarche. L'autre démarche, c'est vraiment la partie modèle économique et qui est très, très proche sur la recherche en disant que est-ce que je fais de la vente directe, est-ce que c'est de la vente indirecte, est-ce que je suis dans un secteur qui est très, très, très en augmentation forte et avec quel partenaire je puisse m'associer. Donc, c'est ce genre de questions, le market fit et le total addressable market. Des fois, il y a beaucoup de recherche qui est fait par rapport à la recherche fondamentale pour avoir des propriétés intellectuelles, mais elle n'est pas axée sur le monde réel des affaires. Et moi, ce que je donne comme conseil, c'est vraiment de comprendre, est-ce que je suis dans un créneau qui est porteur, faire un tout petit peu de recherche fondamentale sur quel est le partenaire d'un grand groupe,
ou carrément, avec un cofondateur, aller dans une SSO et essayer un tout petit peu le marché sur leur conviction personnelle dans quel domaine on va cibler. Moi, personnellement, en tant que mentor et coach, lorsque je vois un entrepreneur qui est sorti d'un centre de recherche, j'essaie un tout petit peu de lui ouvrir l'aspect de dire est-ce que on est tout à fait aligné sur la problématique pour trouver une solution. Il y a un problème qui doit être adressé et est-ce que ma recherche fondamentale va allier et pallier à ce genre de problème. Une fois que je comprends ça, tout de suite, on fait le mapping des industries, des verticaux où je puisse m'attaquer. Des fois, ça peut être un truc tout simplement, au fait, c'est du white labeling, marque blanche. Je garde mon IP et je vais cibler quelques comptes pour leur donner ma technologie pour être en marque blanche. Ça peut être aussi simple que ça. Mais ça peut être aussi complexe de dire, je vais m'adresser à un certain marché dans un vertical bien précis. Voilà ce que j'ai constaté moi par rapport à tous les startups qui sont venus d'une spin-off ou d'une école ou d'un laboratoire de recherche. C'est vraiment de comprendre c'était quoi le problème qu'ils ont essayé de résoudre et c'était quoi la solution adéquate et est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un market fit. Très bien, excellent. On va clôturer par Sirley tout à l'heure, mais je vais revenir du coup vers Ayman. Ayman, du coup, les points de vigilance sur lesquels on doit faire attention, ça a été évoqué plus ou moins d'une manière un peu répartie lors de cette table ronde. Il y a un peu le marché, le market fit, comme a dit Marcel. Il y a un peu la propriété intellectuelle, il y a un peu le modèle économique. Quelle est de votre expérience à vous les points de vigilance importants et les choses sur lesquelles il va falloir que nos doctorants travaillent pour se donner le plus de chances possible de trouver un financement? En fait, je reviens sur le sujet du market fit qui est vraiment très important parce qu'il est aussi à double dimension quand on travaille avec des entreprises. Enfin, le premier market fit qu'on ne fait pas souvent d'ailleurs quand on est une start-up, c'est d'aller voir finalement si notre produit il a une clientèle et si notre positionnement finalement il a un attrait. On peut avoir une super idée, mais au final par rapport à notre marché actuel, il n'y a pas réellement un besoin. Donc c'est très important et ça permet justement derrière en fait de faire un positionnement prix correct par rapport à ce que souhaitent effectivement les clients et nos potentiels effectivement cibles de clients. Donc ça, c'est un premier élément important. Le deuxième dans le market fit et qui a été dit, c'est finalement ça nous permet de choisir quelle est l'entreprise avec laquelle on souhaite travailler parce qu'il y a un intérêt commun et c'est ce qui va donner finalement en fait de la valeur à notre produit et à notre start-up. Aujourd'hui, il y a une grosse différence dans une start-up qui fait par exemple de l'économie verte et qui va travailler, on va dire, avec une banque et qui va avoir un certain intérêt parce que c'est bien pour toutes les actions de RSE, etc. Que la même start-up qui travaille effectivement avec un corporate qui est spécialisé effectivement dans l'économie verte ou dans le recyclage de déchets. La valorisation du même produit n'est pas du tout la même et donc forcément, effectivement, c'est un impact direct sur la valeur de l'entreprise. Donc, très important de bien choisir l'entreprise avec laquelle on travaille, très important aussi de choisir le bon prix en fonction de son business model. Très important de prouver qu'il y a une traction. Je pense effectivement en termes de cycle, c'est un élément important parce que c'est une grosse différence de dire quelque part aujourd'hui je valorise ma start-up à temps alors qu'on n'a pas de marché, on n'a pas prouvé qu'on est en train de générer du chiffre et entre le dire alors que déjà on a un marché domestique, on a déjà effectivement une croissance de chiffre d'affaires, on a des chiffres sur lesquels on s'appuie. Donc ça c'est un élément très important et moi souvent mon conseil pour les startups c'est de souvent commencer par avoir un marché de prédilection sur lequel on commence à tester le produit, à avoir un volume de chiffre d'affaires, à prouver qu'on est en capacité de fonctionner, de gérer effectivement les demandes et puis à aller chercher effectivement les fonds qui sont nécessaires pour la suite. Et puis la partie IP elle est vraiment très importante parce que souvent quand la startup elle commence, finalement le seul actif qu'elle a, c'est cette propriété intellectuelle de cette idée ou de cette invention et finalement c'est généralement le seul actif qu'elle va arriver à monnayer au début pour aller chercher des fonds. Donc vraiment, c'est ça les points d'attention, mais surtout en fait, je reviens à cette notion d'approche peut-être parfois lente qui est contraire au cycle de développement des startups. Prenons le temps
d'attaquer un marché, de créer une base, de commencer à vendre et d'avoir justement une success story dans un marché avant d'aller effectivement chercher de l'argent ailleurs. Très bien, excellent. Je vais rester du coup sur l'IP. Vous, Deloitte, sur le projet et le programme Promise, vous accompagnez des startups tunisiennes pour les aider à mieux structurer le brevetage de leurs travaux de recherche ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, c'est déjà un premier constat par rapport à l'environnement tunisien, mais je pense que c'est un constat qui est partagé certainement au niveau de tout le Maghreb. Aujourd'hui, sur la partie propriété intellectuelle, il faut dire les choses comme elles sont, on n'a pas réellement une grande tradition de protection, on va dire, des inventions et de protection de la recherche. Et donc effectivement, par rapport à d'autres pays, finalement, c'est presque des métiers qu'on n'a pas. C'est-à-dire, en fait, on va trouver dans différents pays des gens qui sont spécialisés dans le brevetage, dans l'accompagnement des startups pour rédiger leurs brevets, dans l'accompagnement du dépôt du brevet dans différents pays. Et vraiment, aujourd'hui, en fait, dans les pays du Maghreb, c'est quelque chose qui manque fondamentalement. Donc, Promise, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, d'une part, opérationnaliser ce qui est venu dans le Startup Act, puisque encore une fois, le Startup Act donne cette possibilité-là aux startups qui veulent aller à l'international de demander qu'on les accompagne finalement pour prendre en charge la protection de leur invention dans les pays de leur choix. Donc, on a vraiment accompagné Smart Capital à mettre en œuvre ce process-là et à l'opérationnaliser. Et puis, je pense qu'il est important, c'est qu'on a fait pas mal de bootcamp, pas mal de programmes d'accompagnement pour sensibiliser justement en fait les différentes startups à cette logique de protéger en fait leurs inventions. Et quand on parle d'IP, ça commence même en fait au tout début, c'est-à-dire en fait je suis une start-up, je suis en train de pitcher devant des investisseurs, tout de suite je me mets en risque parce que je m'expose, je parle de mon business model, je parle de mon idée. Donc comment me protéger dès le début avec des NDA, comment me protéger avec des contrats quand je travaille effectivement avec des corporates jusqu'à la mise sur le marché, c'est autant de steps et on est content d'avoir notamment accompagné des chercheurs puisqu'on a fait un track spécifique pour les chercheurs. On a mis vraiment le premier programme d'accompagnement des startups sur la propriété intellectuelle, dont toute une cohorte qui était dédiée pour les chercheurs. Et on les a accompagnés sur des problématiques qui sont spécifiques à la propriété intellectuelle. Quand ils travaillent dans des labos, est-ce que ça revient à la start-up, est-ce que ça revient au labo, quel split on fait, etc. C'est autant d'éléments qu'il faudra traiter vraiment dès le début. Très bien. Donc pour nos amis chercheurs tunisiens, c'est quoi le process exactement s'ils veulent bénéficier de ces accompagnements-là? Alors, sur le site de Smart Capital, déjà, en fait, je pense il y a un process classique d'obtention du label et puis derrière, pour les startups qui sont labellisées, ils peuvent, s'ils le souhaitent, effectivement demander une prise en charge de l'accompagnement sur la propriété intellectuelle à l'étranger. Donc ça, c'est dans le cadre du processus de labellisation. Et puis effectivement, dans le cadre de Promise, il va y avoir d'autres cohortes qui vont venir pour accompagner justement en fait, les startups dans la sensibilisation à la propriété intellectuelle. Et donc là, ça va être sur la page Facebook Promise. Très bien, parfait. Là, vous avez quelque chose à rajouter sur cet aspect IP, sur l'accompagnement de Smart Capital sur l'IP? En fait, j'ai voulu revenir sur ce que disait Marcel, en fait, sur la partie modèle. En fait, il y a un cas qui s'est passé en Tunisie que j'ai personnellement géré depuis 2006. C'est un cas extrêmement intéressant, c'est ce case study très intéressant. En 2006, j'étais demandé par l'État tunisien de développer une solution pour les fonctionnaires de l'État qui veulent sortir des institutions publiques et qui veulent créer effectivement des petites entreprises tout en sous-traitant pour l'entreprise mère. J'ai trouvé que la solution, l'idée, elle était excellente, d'autant plus qu'à l'époque, on a des difficultés à lever les fonds auprès des institutions non financières. Ça veut dire on levait les fonds auprès des banques, auprès des assurances, auprès des sociétés de leasing, etc. J'ai trouvé l'idée extrêmement pertinente parce que cette fois-ci, je vais m'adresser à Tunisie Télécom, à la Poste, au SONED, etc., de leur demander, je voudrais lever un fonds de part un peu de vos ressources pour aider vos personnels à sous-traiter à vous des solutions qui pourraient effectivement être intéressantes et de laisser l'entreprise mère focaliser sur l'activité. Par exemple, Tunisie Télécom, elle focalise sur tout ce qui est télécom,
mais toutes les activités de dispatching, de restauration, etc., qu'elle fait aussi, elle doit les déléguer effectivement pour son propre personnel. Et en plus de ça, on crée le Small Business Act. C'était nouveau en Tunisie, parce que c'est la société mère qui est publique, qui va donner un petit marché pour une société qui n'a pas de référence un peu sur le marché. C'était une excellente expérience. En fait, moi, personnellement, à l'époque, je l'appelais la Corporate Venture Capital. Ça veut dire le Venture Capital qui émane des entreprises non financières. Okay? Et c'était excellent. La beauté dans ce modèle que j'ai découvert, je vais basculer par la suite pour les chercheurs, mais la beauté dans ce modèle que j'ai découvert, c'est que c'est un excellent levier pour l'emploi. Je ne savais pas au départ, mais quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai vu que les entreprises publiques, quand ils font sortir quelqu'un pour créer une entreprise, une spin-off, ils vont employer 5 jeunes, 10 jeunes. Et lui, quand il va créer une spin-off, il va aussi employer. Waouh, mais c'est excellent ça. Et je vous jure que j'étais invité par le Premier ministre pour me dire que excellent ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 mois, j'ai créé 135 PME, ou bien disons TPE, toutes petites entreprises, 135, je dis bien 135 TPE, et qui emploient beaucoup de gens. Bah, c'est très simple, il n'y a ni diligence technologique, ni rien. Alors, à l'époque, Institut Pasteur, elle a eu écho de ce programme-là. Ils m'ont invité, j'ai beaucoup d'amis à Institut Pasteur, je les ai approchés. En fait, moi, j'avais déjà en tête d'aller effectivement, d'approcher les chercheurs. Je ne savais pas qui. Peut-être ma bonne intention a fait que l'Institut Pasteur, ils se sont revenus vers moi pour me dire, Alaya, on devrait faire quelque chose pour les chercheurs. Alors, je me suis dit, waouh, j'ai déjà une expérience pour les spin-offs, mais sans diligence technologique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je me suis posé les questions avec beaucoup d'experts. Et ben, je me suis trouvé dans 2 alternatives en fait, très intéressantes. Il faut que je lève un fonds, parce que l'Institut Pasteur n'a pas de fonds. Il faut que je lève un fonds. C'est très important de lever un fonds, parce que pour l'autre programme, ce sont les structures qui lèvent les fonds. Et j'ai levé 9 fonds. Alors, pour l'Institut Pasteur, j'ai une idée de lever les fonds, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour les diligences technologiques? Je n'ai pas de savoir-faire sur les diligences technologiques. Alors, en creusant à l'international, j'ai trouvé ce qu'on appelle les Technology Transfer Office, ou Technology Licensing Office, ou BLEU, on les appelle BLEU au Canada, les bureaux de liaison université, entreprises universités. En Tunisie, on les appelle les BUT, BUTT, les bureaux universitaires de transfert de technologie, etc. Mais dans tout, c'est une entité qui vient entre l'industriel et l'université ou bien le chercheur pour travailler un peu sur comment on pourrait valoriser des résultats de recherche. Alors, c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris 2 nouveaux concepts qui sont très importants. Et c'est là où je considère qu'il est très important d'éduquer nos chercheurs dans ce sens-là. J'ai appris 2 concepts des experts environ dans tout ce qui est transfert de technologie, le market pool et le technology push. Si un chercheur, il commence sa recherche, de par lui, de par son laboratoire, et il trouve une solution, il commence à hurler, qui a un tel ou tel problème pour avoir besoin de ma solution, il ne va pas trouver quelqu'un, il va trouver beaucoup de difficultés à vendre un peu sa solution. Mais s'il commence dès le départ à contacter une entreprise qui a un problème, il va essayer de résoudre son problème, il a déjà un acquéreur pour sa solution. Donc le market pool, il est excellent pour nos chercheurs pour pouvoir effectivement, dès le départ, dès le premier jour, avoir quelqu'un qui s'intéresse à la solution, non seulement qui s'intéresse à la solution, mais qui oriente un peu le chercheur dans la solution elle-même, parce qu'il va faire le va-et-vient entre celui qui a le problème et celui qui est en train de développer la solution. Alors, ce qui manque énormément en Tunisie, c'est effectivement ces bureaux-là. Moi, je vois dans votre panel, il y a la MPR, il y a beaucoup de choses, mais sincèrement, je salue vraiment la volonté de la MPR de faire des choses. Mais qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui donc, à la MPR pour vraiment accompagner ce chercheur-là dès l'identification d'abord de celui qui a un problème jusqu'à en fait, la solution elle-même et l'accompagnement de la solution en termes de protection de la propriété intellectuelle, etc. Jusqu'à il vient à nos fonds, à nous. Parce que nos fonds, ils ne vont pas effectivement appuyer les diligences de la propriété intellectuelle. On a besoin d'une solution qui est prête pour le marché. C'est vraiment prête pour le marché, sinon l'investisseur n'investit pas. Voilà, je vous ai donné, Hichem, un peu vraiment, tout d'abord, un case study qui est très, très intéressant et pertinent,
et de deux, cette analogie avec la recherche et quel est le monde commun qui devrait être comblé pour pouvoir effectivement mener la recherche à bien et trouver des investisseurs qui investissent et trouver des acquéreurs pour la solution. Très bien, merci beaucoup. C'est là effectivement une très belle intervention et j'espère que les chercheurs qui sont en train de nous écouter ont assimilé un peu ces notions d'open innovation, ces notions de market pool, ces notions d'essayer de répondre le market fit, essayer de répondre un peu aux besoins d'une société, d'un grand compte, essayer de faire en sorte que nos travaux de recherche soient destinés à un marché dès le début ou réfléchis à un marché, à une utilisation dès le début. Marcel, je pense que tu aimerais rebondir sur ces propos. Oui, je voulais juste rebondir à ce qu'Alaya disait tout à l'heure. Le premier conseil que je donne à nos amis tunisiens, quelle que soit la recherche, prenez le concept de global. Global, ça ne veut pas rester en Tunisie. En Tunisie, c'est un petit marché. Vous allez faire quelques tests à gauche et à droite, un proof of validation. Il n'y a aucun souci. Mais je vous en conjure, c'est pas un problème tunisien, c'est pas un problème algérien ou marocain. Je rencontre tout le temps des entrepreneurs, c'est avoir l'ambition que c'est une problématique mondiale à résoudre. Ça, c'est vraiment un message que je donne à tous les chercheurs. Et l'exemple type de la merveille tunisienne, c'est Instadeep. Donc, c'est un très beau cas d'école. Deuxième chose que Alaya a dit sur ces bureaux de IP, lorsque j'étais chez Ascent Communication, qui a été racheté par Lucent Technologies en 1999, le gouvernement fédéral américain a stoppé la vente à Alcatel du Bell Labs. Et la raison pourquoi elle est très simple. Vous allez googler Bell Labs, c'est qu'aujourd'hui Bell Labs, sans rien faire, juste en ayant des acquisitions de IP à gauche et à droite à travers le monde, ils font un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars chaque année, juste en white labeling ou en donnant l'acquisition ou l'utilisation d'une propriété privée à travers le monde. Oui, donc, oui. Je reviens au plateau et je dis à votre collègue Hicham, qui est à côté de vous, par rapport à des consultants et des grands cabinets comme ça, s'il vous plaît, faites tout votre effort pour que toute la recherche fondamentale tunisienne ou maghrébine ou africaine soit à la disposition de l'international. C'est ça, au fait, vraiment le point clé. Et bon courage aux doctorants. Et je suis persuadé qu'avec un peu de persévérance et de vision et de stratégie, vous allez arriver à vos fins. Merci beaucoup. Merci Marcel. Ayman, un petit commentaire sur ce qu'a dit Marcel? Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est un élément très important. Il faut aller vers l'international. Nos marchés sont petits, hein, les marchés maghrébins de façon générale. Il faut bien choisir son international aussi. Hein. Enfin, souvent, on a cette facilité, en tout cas du moins en Tunisie, à regarder l'international d'un point de vue très proche, par exemple en regardant avec la France qui est un marché de jumelage, on va dire, naturel. Typiquement sur Prom, ce qu'on a essayé de faire, c'est de construire des ponts avec d'autres marchés, par exemple avec les États-Unis, en disant aux gens, venez voir, il y a d'autres habitudes de consommation, il y a d'autres choses qui sont intéressantes et ça marche assez bien. Mais surtout, on a un marché domestique qui est le marché africain et aujourd'hui, qui est en tout cas en Tunisie du moins, insuffisamment exploré et là où par exemple au Maroc on sait qu'effectivement il y a beaucoup plus de synergie qui est faite avec l'Afrique. Donc il faut vraiment en fait que les chercheurs de façon générale aient cette vision-là. Aujourd'hui, on a vraiment de grosses success stories de start-up. Dernièrement, il y a même des sociétés qui sont parties s'installer effectivement dans des pays africains parce qu'ils ont trouvé un marché beaucoup plus important que le marché tunisien. Et ça a l'esprit à la fois dans la recherche que vous êtes en train de faire. Donc effectivement, pour avoir on revient au même cycle, le produit qui correspond à une demande de marché, mais on intègre que ce marché-là il puisse être un marché africain avant tout, et puis un marché international effectivement dans une seconde mesure. Très bien, excellent. Merci beaucoup pour toutes ces interventions et la qualité du débat. Je vais revenir vers Siarlay. Siarlay, si on remonte un peu macro, vous avez parlé de la NPR, vous avez parlé de la nécessité de faire un peu le lien entre l'université et les entreprises. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau étatique? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait accompagner dans nos pays respectifs, la Tunisie en premier lieu et l'Algérie et le Maroc dans un deuxième lieu? Est-ce qu'il y a des choses, d'autres leviers qu'on pourrait mettre en place, des leviers fiscaux, des leviers justement pour essayer d'aider un peu cette transition entre l'académique et l'entrepreneurial, que ce soit au point de vue financement ou au point de vue facilitation du transfert des technologies?
Merci Hicham pour la question, mais en fait, tout notre effort, quand j'analyse ce que nous sommes en train de faire, Hicham, je vois que nous sommes en train d'aider le plus à l'accès aux finances. Le plus important pour la start-up, c'est vraiment l'accès au marché. L'accès au marché, il y a des choses, il y a des programmes qu'il faut vraiment qu'ils soient développés. Dans la labellisation, par exemple, de notre côté, on impose que la start-up soit innovante et scalable. Déjà, dans la scalability, on a derrière notre intention le marché. Et comme l'a bien dit Marcel, c'est think global. Eh bien, scalability, ça veut dire que vous pouvez grandir facilement du jour au lendemain. Vous pouvez aller sur le marché maghrébin, africain, etc. Ce matin, j'étais dans un séminaire, en fait, j'étais invité dans la Tunisian African Business Meeting, etc. Alors, et en plus de ça, c'était à l'occasion du lancement ou bien des échanges pour la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. En fait, ma proposition, elle est trop simple. Comme je vois qu'il y a un burning need de toutes les startups, pas seulement tunisiennes, mais africaines, pour le besoin. Et en plus de ça, j'ai donné l'exemple de la loi tunisienne, qui était, dès le départ, elle est ouverte pour l'international. Parce que la loi Startup Act, elle donne les 22 incitations, le package des 22 incitations, elle les donne à toute startup qui s'installe en Tunisie, abstraction faite à sa nationalité. C'est fort. Aujourd'hui, on a 22 nationalités, Hicham, qui sont installées en Tunisie. Déjà, dès le départ, la loi te dit la vision que la Tunisie voudrait développer. Elle veut être ouverte pour l'ensemble des startups internationales de venir effectivement s'installer en Tunisie. Alors, quelle est ma proposition ce matin pour ce meeting? C'est que vous êtes en train de mettre en place le ZLECAf et mettez un sous-ensemble pour la startup. Donnez la possibilité à toute start-up africaine, comme les Startup Act sont en train de se développer partout, dans 19 pays africains, 4, ils ont déjà promulgué leur Startup Act. C'est effectivement de donner cette ouverture pour que la start-up ait en toute aisance s'installer en Côte d'Ivoire, au Rwanda, comme nous les avons encouragés à s'installer, on les donne le financement fiscal et financier et tout. Donc tu vois un peu, moi je considère que une telle proposition, vous pouvez être imposé, mais donnez-moi l'accès au marché, je paye. Si j'ai déjà un accès à un marché et j'ai un chiffre d'affaires qui est significatif, je paye mes taxes. Je dois payer mes taxes. Je paierai mes taxes. Donc, Hicham, ça c'est mon conseil. Je dis que si Startup Smart Capital a les moyens, je crée des soft landing partout. Je commence tout d'abord en Tunisie à créer un excellent soft landing pour tous les startups africains et j'encouragerai toutes les institutions, de créer des soft landing partout de façon à ce que les startups aient cette mobilité et pour qu'ils puissent aller global. Très bien, merci pour cet appel pour abolir les frontières pour nos startups et faciliter un peu l'accès au marché. Marcel, je vois que tu es absolument d'accord avec ça. Je vais rebondir après avec Omar pour voir un peu ce qu'il en pense. Mais Marcel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le discours de M. Alaya? Juste, franchement, je m'aligne par rapport à ces propos pour une seule raison. L'enjeu pour l'Afrique, l'enjeu pour le Maghreb, d'ailleurs, je salue mon ami Norman Ferry de Maghreb Diaspora Business Angel. On a été fait juste pour ça, justement. L'enjeu, c'est quoi, au fait? C'est ce que les Américains appelaient Yahasra, de longue date, le brain drain. Les gens oublient qu'il y a une histoire dans la Silicon Valley. Elle a commencé par Cambridge and Oxford University Researchers and Scholars. Ils ont pilé l'Angleterre dans les années 50. Les gens oublient. L'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu pour la Tunisie, et ce que vient de dire Aléa, c'est justement abolir les frontières dans le côté virtuel de la chose, bien sûr, et encourager le cross-border, deal flow, Business Angel Network, Startup, SSOs, you name it. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Aléa, parce que c'est ça, au fait, pour arrêter toute cette migration de talents qui vont ailleurs parce qu'ils sont frustrés. Et moi, je donnerai juste un exemple. On parlait de la France tout à l'heure parce qu'on a tous des affinités historiques avec la France. Avant Macron, il y avait plus de startups franco-françaises qui, à cause de la lourdeur fiscale, qui s'installaient à Londres et qui s'installaient dans la Silicon Valley. Et depuis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de unicorns qui se rendent vraiment franco-françaises. Ils vont pas ailleurs.
Et la raison pourquoi, c'est de créer justement cet environnement friendly pour qu'il n'y ait pas de brain drain. Il faut absolument arrêter ces cerveaux à aller ailleurs et à enrichir d'autres nations. Donc voilà un peu le message, je crois, qui est subliminal, mais il y a beaucoup de choses à faire dans notre propre pays et j'en suis persuadé. Très bien, un beau message. Omar, vous pouvez rebondir un peu sur ce qui a été dit, côté Maroc aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des collaborations, des soft landing, des transborder participations, partenariats entre les différentes startups, les différentes structures? Oui, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fait également depuis le début. On ne peut pas parler de start-up, on ne peut pas parler de valorisation d'invention d'un point de vue business sans parler scalabilité et internationalisation. Donc, d'ailleurs, il y a un vrai travail déjà de sensibilisation et d'éducation et de vulgarisation de ce que c'est que la start-up dans le milieu universitaire, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on reçoit encore des candidats qui n'ont pas cette ambition d'internationalisation et de collaboration à l'échelle internationale. Donc, c'est pour ça que dans tous les programmes qu'on fait, on essaye d'intégrer des structures internationales, par exemple, et ça va dans les deux sens. Hein. Par exemple, on a fait un partenariat récemment avec Partech, qui voulait justement voir comment on pouvait permettre à des scale-up européennes de connaître mieux le marché, de collaborer avec des startups pour adresser le marché africain. Aujourd'hui, nous, au Maghreb en tout cas, on a une chance qui est extrêmement intéressante, c'est que géographiquement, on est des portes pour le marché africain qui intéresse énormément les investisseurs. Parce qu'il y a une population jeune, parce qu'il y a un marché qui est appelé à se développer, contrairement à l'Europe où les marchés sont saturés. Donc, je crois vraiment qu'il faut rester dans cette logique de mutualisation des efforts. Et dans le contexte de la valorisation de la recherche, il n'y a pas mieux que justement de valoriser la recherche locale, mais qui a toujours une vision internationale. Et ça passe par, comme l'ont très bien dit tous les panélistes avant moi, ça passe par une fédération de principaux acteurs, comme les incubateurs, les structures d'accompagnement. Et à l'université aujourd'hui qui commencent à mettre en place aussi leurs propres incubateurs, les corporates qui font de l'open innovation avec la laboratoire de recherche, etc., etc. Donc, moi, je suis confiant. Je pense que la preuve, ce programme que vous êtes en train de faire, on l'a fait nous aussi l'année dernière avec l'AUF. On est très content de voir que la Tunisie, Connect Innov aussi, puisse renforcer et le rendre plus durable, parce que c'est une question stratégique extrêmement importante, parce que l'innovation à travers les inventions, c'est quelque chose de très très puissant d'un point de vue impact et même d'un point de vue, on va dire, chaque pays doit être connu pour ses inventions et pour ses innovations. Et ce volet maghrébin, en tout cas nous intéresse énormément. Et sachez, chers doctorants, que ça soit Connect Innov, la Startup Station au Maroc, vraiment toutes les structures qui sont présentes ici aujourd'hui avec vous dans ce programme, vous devez absolument aller vers eux et voir comment ils peuvent vous aider. Ne restez pas seuls dans vos laboratoires. Ça, c'est le message que je voulais adresser aux chercheurs doctorants. Excellent, merci beaucoup pour tous ces messages, merci beaucoup pour la richesse de cet échange. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et de modérer cette table ronde. Il y a eu beaucoup d'ondes positives. Maintenant, il y a eu beaucoup aussi de termes qui sont peut-être un peu spécifiques, un peu particuliers. On va peut-être ouvrir le débat, on va ouvrir une possibilité de questions-réponses pendant 5 minutes à nos doctorants, à nos chercheurs. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez des notions que vous voulez creuser un peu plus? Auriez-vous une question à un de nos intervenants en particulier ou à toute la table si vous avez une notion ou quelque chose que vous voulez creuser? Non, pas de question? La première ou le premier intervenant, il va être courageux ou courageuse. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Mariam, je suis doctorante en 3e année à l'Institut national des postes et télécommunications de Rabat, Maroc.
Ma question, c'est que je viens de découvrir d'abord qu'il y a des organisations, il y a des gens qui sont ici prêts à nous aider, nous diriger. Mais comme étudiante qui était isolée, je suis dans mon laboratoire tout le temps. Alors, comme premier pas, je vais où? Je vais où? Et je trouve l'information pertinente où exactement? Qu'est-ce que je veux dans une seule phrase, me dire c'est quoi mon premier pas, en étant ici au Maroc surtout. Très Merci bien, beaucoup. excellente question. Et je vais donner la parole à Omar justement au Maroc, qui maîtrise très bien l'écosystème marocain. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner, Omar? Ben, le conseil, c'est rappelle-moi ton prénom. Je suis désolé, j'ai pas entendu le Mariam. prénom. C'est Mariam. Écoute, la première des choses, premier réflexe que tu dois avoir, c'est déjà est-ce que ton produit, l'invention, en tout cas le projet sur lequel tu veux que tu veux valoriser, est-ce qu'il y a un marché, d'accord pour ça. Et donc la première des choses que tu dois faire, c'est aller voir les gens, les structures. Tu dois faire un mapping de tous ceux qui sont intéressés, qui ont un problème et que ton produit pourrait résoudre. Donc, dans ton travail de recherche, tu as déjà certainement pu faire ça. Donc, il faut, à ton niveau, que tu ailles les rencontrer. Tu peux pas rester dans ton laboratoire et faire des assumptions, ils vont aimer ça, non, ça va marcher. Non, il faut aller leur parler, d'accord? Donc, ça, c'est le premier conseil que tout entrepreneur, n'importe quelle startup, on leur dit, allez rencontrer vos utilisateurs, les personnes qui vivent un problème et que tu penses que ta solution va apporter. Ensuite, si tu veux vraiment être dans une démarche d'entrepreneuriat, moi, je t'invite énormément à venir nous voir, la Startup Session, et nous, on peut t'inviter à des événements où peut-être tu vas rencontrer un associé ou un cofondateur, parce que tu peux pas rester toute seule. Toi, tu es vraiment peut-être focus sur ton invention, sur le volet technique, comment le rendre opérationnel, utilisable, mais nous, notre expérience, en tout cas en tant que structure d'accompagnement, on a vu que statistiquement, les startups qui ont des cofondateurs, un qui est orienté business, vente, marketing, l'autre qui est vraiment sur la sécurisation de l'IP, sur le développement d'un bon produit, ce mariage est extrêmement important. Donc, si toi, tu trouves dans ton université des gens avec des profils d'autres filières, commerce, etc., tu t'entends bien avec eux, je t'invite à aller dans les événements, dans les associations que tu organises ton université, mais tu peux aussi les trouver dans ces événements autour de l'entrepreneuriat que nous, on organise. Et c'est comme ça que ça commence. D'accord? Et tu peux aussi, si ton projet est déjà bien avancé, tu peux carrément postuler pour un programme d'accompagnement sur plusieurs mois pour qu'on te donne certains conseils. On va te mettre à ta disposition des coachs, des mentors, de te donner l'occasion de rencontrer des clients potentiels. Donc, voilà. Mon conseil, c'est le premier pas, c'est rencontrer tes users et networker et venir rencontrer des incubateurs comme nous. Beaucoup. Merci beaucoup pour la Voilà. phase pour contacter users. Dans le cadre de la recherche, on a fait une étude d'utilisabilité. En fait, on travaille sur un système de réhabilitation, surveillance de réhabilitation à domicile. Alors, dans le cadre de l'étude de l'utilisabilité, j'ai déjà rencontré des participants qui ont participé à l'expérience qu'on a fait pour l'étude, etc. Et j'ai trouvé qu'il y a vraiment un grand besoin, que ça soit un projet qui est réel, qui est utilisable pour aider les médecins à leur traitement, etc. Alors, ma prochaine étape, ça sera vous contacter, Inch'Allah, et j'aimerais bien avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Marhaba, Mariam, avec grand plaisir. Merci. Très bien, merci beaucoup Malim pour la question. Sortez effectivement de vos labos, essayez de regarder un peu plus large, soyez curieux. Je passe la parole à Marcel. Oui, au fait, Myriam, vous ne serez pas la première ou la dernière étudiante qui est isolée dans son laboratoire. C'est vraiment un bon point de vue là-dessus. Moi, ce que je dirais, il y a deux pistes extraordinaires que j'ai pu moi-même donner en conseil. Il y a le mot mentorat. Est-ce que l'université a un genre de
de mentorat group, hein, c'est des mentors de l'industrie qui sont adossés à l'université. Une question. Et la deuxième des choses, c'est le alumni group de l'université. Je peux vous donner un truc type. Moi, je suis de l'INSEAD, il y a d'autres copains qui sont HEC, et je suis persuadé qu'au Maroc, en Tunisie, il y a toujours des trucs similaires, et de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon vertical à moi, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les télécoms, la cybersécurité, intelligence artificielle, etc., et où je peux juste leur demander gentiment s'ils peuvent pas me mentorer. Et le mentorat en général, c'est quoi? C'est de vous challenger. C'est vraiment de vous écouter là où vous êtes et quelles sont la partie réseautage. J'aime bien le mot réseautage à la canadienne au lieu de networking, et d'essayer un tout petit peu l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et dernier conseil que les gens ne pensent pas trop lorsqu'ils sont à l'université, c'est d'être curieuse ou curieux et de dire, est-ce qu'on a un business angel? J'aime bien le mot business angel parce qu'il y a le mot business qui est complémentaire à la recherche et le développement, et il y a le mot ange. Et ça, en général, par exemple, au Maroc, vous avez the Moroccan Business Angel Network, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler avec eux. Ils sont un peu partout, entre Casablanca, Rabat, et bientôt, ils sont en train de regarder, de créer un nouveau groupe dans le sud. Je travaille avec mon ami Jean-Louis à Agadir. Donc voilà, les business angels aussi, il faut pas les oublier, parce que les gens y croient, ah, mais je suis pas prêt pour l'investissement, mais ça n'a rien à voir. Un bon business angel qui se respecte, au fait, il est par défaut dans le partage et dans le giving back pour être à l'écoute et essayer d'ouvrir son carnet d'adresses. Voilà les 3 pistes que je peux ajouter à ce que notre cher ami Omar a partagé tout à l'heure. Merci, Hicham. Parfait, merci beaucoup. Merci, Marcel. Il y a des questions à Omar sur où est-ce qu'on peut vous trouver. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur la Startup Station? Où est-ce qu'ils peuvent venir vous voir, les chercheurs? Oui, j'ai vu la question et du coup, j'ai partagé le site web. Vous pouvez aller sur la page Facebook, LinkedIn. Il y a un programme, malheureusement, on vient de clôturer la candidature, qui est un programme d'accompagnement de 6 mois. Mais en tout cas, nos portes sont toujours ouvertes. Il y a toujours des opportunités à saisir. Donc, suivez l'actualité des événements, des programmes qu'on met en place. Venez à notre rencontre. J'ai mis l'adresse du site web et du Technopark et de l'adresse où nos locaux sont. Donc, on est au Technopark de Casablanca, au dernier étage. Donc, c'est avec grand plaisir que je pourrai vous recevoir avec mes équipes. Donc voilà. Excellent. Merci beaucoup, Omar. Merci à tous pour les interactions autour de cette table ronde-là. Soyez curieux, sortez de vos labos. Allez chercher des structures d'accompagnement, renseignez-vous sur l'écosystème local, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de structures qui sont là pour vous aider. Donc essayez de taper aux différentes portes et bon courage. Vous avez démarré bientôt votre session de mentoring, votre deuxième session de mentoring à partir de 15h avec d'autres experts différents de ceux que vous avez vus hier. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à mieux structurer votre projet. Et bon courage, bonne chance pour le jury vendredi. Merci beaucoup pour votre attention.